Hello les amis et bienvenue chez vous. Bonjour Sylvia Brégé. Bonjour Sébastien. Merci de venir partager avec les directeurs des achats ton expertise sur les grands principes du décodage, du langage non verbal et des expressions faciales. En effet, pour les métiers de la direction des achats, la responsabilité est grande de bien choisir ses partenaires. Aussi, savoir détecter leur sincérité reste déterminant. Alors juste avant, je vais te présenter au réseau. Tu es criminologue. Bon, jusque-là, on ne s'est pas trompé alors. Ton adage, cerner davantage vos interlocuteurs pour mieux interagir avec eux. C'est une belle entrée en matière, on adore. Ta formation initiale est l'analyse comportementale des criminels. Tu démarres ton expertise en qualité de correspondante scientifique du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. Continue de former les enquêteurs nationaux en criminologie pour l'Université de Troyes et intervient entre autres régulièrement chez nos amis canadiens. Tes services sont également utilisés par le monde de l'entreprise pour des missions confidentielles, donc on en parlera, pas vraisemblablement, mais aussi sur des sujets de formation. Alors c'est parti pour le show, tout le monde est chaud pour repartir dans la vraie vie, bientôt. Bon, c'était une petite digression, mais tout ça pour te demander, est-ce que tu peux nous amener une définition du langage non verbal, nous situer le thème? Eh bien, le langage non verbal, comme le mot l'indique, c'est tout ce qui est en lien avec notre gestuelle, notre façon de regarder, de nous tenir, de marcher, nos expressions faciales. Voilà, ça englobe tout ça et c'est une communication silencieuse. C'est-à-dire que pendant que nous parlons, nous véhiculons des informations. Et pareil, quand nous écoutons aussi, on véhicule des informations. C'est ça qui est intéressant à observer. Comme la poignée de main, par exemple. Alors, la poignée de main, c'est un... T'as vu, t'as même plus de réflexe sur la Non, poignée de alors main. que je l'ai eu tout à l'heure, c'est pour ça. Quand on s'est vu, j'ai voulu te serrer la main et voilà, ce sont les vieux réflexes qui reviennent. Mais c'est un geste important qui est extrêmement ancré dans notre culture, dans la culture du travail occidental. La poignée de main, c'est extrêmement important. Mais cette poignée de main, depuis quelque temps, Ça fait un petit moment, ouais. Ouais, ça fait presque... On va arriver à presque 2 ans. Où cette poignée de main a laissé place à des salutations alternatives qui sont un peu impersonnelles. Et tu penses que ça va reprendre très vite ou... C'est la grande question. Est-ce que la poignée de main va disparaître finalement ou pas? À titre personnel, je ne pense pas, parce que c'est vraiment ancré dans notre culture. C'est symbolique, la poignée de main. En fait, quand tu serres la main de quelqu'un, il y a un toucher qui se met en place. On analyse un petit peu la personne inconsciemment quand on serre la main. On aime ou on n'aime pas déjà à travers une poignée de main. On ressent quelque chose. On ressent l'autre. C'est un lien qui se met en place entre deux parties. Et ce n'est pas qu'une simple salutation. Par exemple, quand nous serrons des mains, enfin quand nous serrions des mains, puisqu'on va en parler à l'imparfait pour l'instant, ça soulignait aussi un accord, une coopération entre les personnes. Donc tu as le droit de rentrer dans ma zone. Oui, c'est-à-dire que là, c'est un toucher qui est extrêmement important, c'est un toucher de confiance. Je parle en dehors de la salutation. Quand on signe un contrat, généralement, ça peut se terminer par une poignée de main. Donc voilà, il y a tout ce qui touche au toucher qui est, et les psychologues le disent, qui joue cette absence de toucher est quelque part un petit peu perturbante pour les gens. Surtout dans le monde commercial, de l'achat, la négociation, où il y a toujours cette fameuse poignée de main qui est ultra importante. Et là, il faut passer par autre chose. Donc, il y a le fameux check. Maintenant, je dis aux gens aussi d'utiliser la petite révérence. Alors, ça consiste en quoi? Ah oui, vraiment la japonaise. La japonaise, c'est respectueux, on ne se touche pas. Voilà, il faut se réadapter. Et on sait réadapter parce que c'est un geste en fait, qui est devenu un petit peu presque tabou chez certaines personnes. C'est là où je pense que petit à petit, on va revenir vers un circuit normal, c'est-à-dire réouverture des restaurants, donc tout ce qui est social va reprendre. Et la poignée de main, c'est un réflexe qui va revenir petit à petit. Mais il y a des gens qui vont rester ancrés sur ce qui s'est passé pendant cette pandémie. Donc, il faudra faire attention, lorsque vous irez vers quelqu'un pour lui serrer la main, de voir si la personne accepte. Donc, on lui demande est-ce qu'on peut se serrer la main ou on lui fait signe qu'on va lui serrer la main, parce qu'on
On le voit même. Donc, il faut préparer. Hein. Il faut préparer, être sûr, parce que ça pourrait donner vraiment une mauvaise impression. Si tout de suite on arrive et qu'on va serrer la main, l'individu en face pourrait se sentir agressé, piégé, ne pas apprécier en fait. Donc il faudra s'assurer que la personne accepte qu'on lui serre la main. Bon, et on le voit bien en même temps chez les Japonais, le rituel d'intronisation d'une personne à une autre, il est plutôt dans la salutation. Oui. Peut-être qu'on va découvrir de nouveaux codes finalement. Bon, on les a déjà découverts petit à petit, et puis c'est pas une mauvaise chose en soi. Qu'est-ce qui va se passer quand la poignée de main va revenir? On va avoir des vieux réflexes qui vont rester, c'est-à-dire que lorsque l'on va se serrer la main, déjà on va se dire je ne vais pas porter mes mains au visage, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on fait attention à ça, ou on va utiliser un gel. Il ne faudra pas mal le prendre quand votre interlocuteur, après que vous lui serrez la main, se les nettoie. Évidemment. Et c'est une bonne chose, ma foi, parce qu'on parle du Covid, enfin, de la Covid, mais il y a tous les autres germes qui existent. Et finalement, c'est surtout par les mains que ça passe aussi. Donc, en utilisant le gel ou en allant se laver les mains, ça va un petit peu arrêter tout ça. Donc, en tout cas, la diffusion des germes. Alors là, on était sur les codes européens. On se dit bonjour, quoi, quelque part. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment faire bonne impression et mettre en confiance son interlocuteur, puisqu'on a vu ce qui n'allait pas lui donner confiance finalement avec ces nouvelles règles, ou en tous les cas avec une validation nécessaire, si j'ai bien compris ce que tu as demandé. Et donc, comment faire bonne impression et mettre en confiance? Alors, globalement, en dehors de ça qui peut nous être retiré. Alors, en fait, les premières impressions que nous allons laisser, c'est-à-dire en 30 secondes, les gens t'évaluent, à peu près. 30 secondes, on t'évalue. Et le problème des premières impressions, c'est qu'elles sont durables dans le temps. C'est-à-dire que si lors d'une première impression, je ne t'apprécie pas, alors que tu es l'être le plus gentil au monde, eh bien, je vais avoir tendance à garder cette impression de toi, et inversement. Donc, il faut faire effectivement attention parce que... On n'a pas plusieurs occasions de faire une première fois bonne impression. Hein. C'est ce qu'on dit. C'est ce que l'adage dit. C'est pas faux. Le problème est là. Alors après, évidemment, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui vont... j'ai ressenti, en fait, c'était pas ça. Tout le monde, chacun a sa façon de réagir. Mais, en règle générale, les premières impressions restent. Donc, tu l'as dit déjà, le salut, pacte de non-agression, on demande, ou en tous les cas, on préfère l'attentisme de voir comment les choses vont évoluer. Si les gens se tendent naturellement la main, on ne va pas lutter, mais sinon on respecte un protocole de check, voilà. Et après on passe à autre chose, donc on est sur le premier ressenti. Donc on ne se connaît pas finalement. Et là, en 30 secondes, tu dis... on s'évalue, mais on le fait tous. Quand tu croises quelqu'un la première fois, tu as des informations qui te sont transmises. Alors, est-ce que ces informations sont bonnes ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on transmet, on véhicule des choses lorsqu'on est face à quelqu'un que l'on ne connaît pas ou que l'on découvre pour la première fois. Donc, ça se passe à travers notre non-verbal, puisqu'on est là pour parler de ça ce soir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers nos gestes, notre façon de bouger, notre façon de marcher, de regarder. Également, les expressions faciales qui vont s'afficher sur notre visage. Mais on a aussi notre présence vocale qui est très importante et qui joue sur, ça fait partie du non-verbal aussi, hein, bizarrement, qui joue sur l'impression que l'on va donner aux autres. Et puis tout ce qui est aspect extérieur, il ne faut pas l'oublier. Comment on se maquille, comment on s'habille, comment les tatouages, les lunettes, le maquillage, tout ça fait que tu as une impression sur quelqu'un. On voit des codes, finalement, si on décide d'en envoyer, on peut en envoyer aussi. Tout à fait, on peut en envoyer. Alors c'est vrai que la grande question, c'est comment faire une première bonne impression. Oui. J'ai envie de dire déjà, restez vous-même. Il ne faut pas chercher à imiter d'autres personnes. Il faut déjà s'accepter soi-même. Et on est ce que l'on est. Et il faut montrer effectivement qui l'on est. Mais sur cette petite période de 30 secondes, il est quand même important de montrer le meilleur de soi-même. Je ne dis pas que ça va plaire à tout le monde. Et ça va engager une meilleure perception que l'on va avoir de nous-mêmes. Donc il faut travailler quand même sur ces 30 petites secondes pour avoir une approche qui soit la plus positive possible. Alors déjà au niveau du corps, peut-être, tu vois, je me suis... T'es un peu affalé? Je me suis un peu affalé. Donc, affalé pour plein de raisons. Il ne faut pas non plus juger. Attention dans mais la verticalité, ce n'est pas absolu, quoi. C'est une bonne chose, en tout cas quand on se présente à quelqu'un. Déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir conscience de soi.
Ça, c'est la première base. C'est une bonne chose d'avoir conscience de soi parce que c'est savoir ce que nous transmettons aux autres. Donc, n'hésitez pas à demander aux gens que vous connaissez bien quelles premières impressions ils ont eues sur vous, justement. Qu'est-ce qu'ils ont décodé de vous. Ça, c'est la première chose à mettre en place. Ensuite, tu parles de posture. Là, tu viens de parler de tu t'es affaissé, il y a la verticalité. Ça, c'est la posture de la confiance. Alors, la posture de confiance, effectivement, c'est se tenir droit. Quand on arrive vers quelqu'un, on se tient droit. On n'aime pas tellement les gens qui sont ratatinés sur eux-mêmes ou qui sont avachis sur eux-mêmes. À la base, on n'aime pas trop voir ça. Donc les épaules sont bien droites, le port de tête est bien droit. Mais attention, parce que là, par exemple, je me tiens droit devant toi, je communique. Mais imagine, ma tête part un petit peu comme ça et je communique comme ça. Ça te donne quelle impression? De fierté, de distance. Oui. Ouais, tu vois, tout de suite, ça Tu me devient prends de plus haut. négatif. Tu me Et prends voilà, de haut. c'est je te prends de haut, donc c'est plus négatif. Alors que si on reste, faut pas trop lever la tête, faut faire attention. Donc, d'abord, il y a un travail de respiration à faire, parce que le problème, c'est que tout ce qui est dans votre esprit va être véhiculé par votre corps. Donc, quelqu'un qui n'est pas en confiance, ça peut se voir à travers son corps. Quand on est bien, ça se voit. Quand on n'est pas bien, le corps le montre. Donc, là, on parle vraiment des premières impressions. Ce qu'il faut, c'est faire un travail de respiration, bien se tenir droit quand on arrive vers l'autre. Il faut avoir un engagement, une bonne salutation. On va garder le check, puisqu'on en est encore à là, mais quand la poignée de main reviendra, c'est d'aller vers l'autre, de faire ce buste qui va vers l'autre et un signe de tête tout en souriant. C'est une salutation qui est volontaire, c'est une salutation qui est agréable. Tout l'être de cette personne va vers l'autre. Et ça, il n'y a pas besoin de connaître le non-verbal. On le voit, on le ressent, on l'enregistre. Alors, il y a des gens qui seront peut-être hermétiques. Encore une fois, chacun a sa façon de voir. Mais il est important de travailler cette posture de confiance. Il ne faut pas oublier. Dans les tests, on le voit. La posture de confiance, le niveau de confiance que vous montrez aux autres va leur indiquer votre niveau de compétence. Ça veut dire que plus on est en confiance dans son attitude, plus les gens vont nous accorder des compétences que l'on n'a peut-être pas, mais ils vont nous faire en tout cas, eux, plus confiance. Alors, je reviens un petit peu en arrière, tu parlais de respiration. Oui. Et la respiration, la colonne d'air, c'est tout le monde, enfin beaucoup respirent par les poumons, ce qui est une erreur. Oui, c'est ventral. Et c'est ventral pour se donner en plus une valeur d'impact largement supérieure. Est-ce qu'il y a des petits exercices auxquels peuvent se prêter les gens pour... Oui. Quand on a un rendez-vous important, c'est normal d'être stressé. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise en public. Donc, encore une fois, ne cherchez pas à vous inventer un personnage que vous n'êtes pas. La respiration, c'est la base de tout. Donc, c'est de s'enfermer peut-être ou pendant que vous êtes dans la voiture, c'est de bien inspirer, de bloquer cette respiration et avec le ventre, d'expirer par la bouche. Mais il faut vraiment que votre ventre se dégonfle. Et on reprend, on fait ça 4-5 fois et déjà vous allez adopter une posture qui va être différente parce que vous lâchez le stress, vous lâchez tout ce qui est pas bon. Et après, on travaille sa posture. Alors, il y a eu des conférences qui ont été faites comme quand, par exemple, quand on aborde cette posture de confiance, on devient la confiance. Ce n'est pas tout à fait exact. Mais par contre, on se sent plus stable dans le sol. Effectivement, on ne va pas être... si on n'a pas tellement confiance en soi, si on se tient droit, effectivement, on va se sentir plus sûr de soi dans notre présentation, mais ça ne veut pas dire que sur du long terme, on va avoir une confiance incroyable en nous. Ça se travaille, la confiance. Mais déjà, dans les salutations, dans ces premières secondes, il faut absolument faire ce travail respiratoire, cette posture de confiance, aller vers l'autre, ça c'est vraiment important. Et on le voit là, par exemple. Pardon, on revient sur la poignée de main. Là, tu as 3 photos. Pas si vous les voyez, ces 3 photos. Donc, 3 personnes qui serrent la main. Sur la première, alors ce ne sont que des photos, on ne peut pas analyser les gens sur une photo. Ça, c'est une idée reçue, mais c'est juste pour vous montrer de manière générale. Sur la première photo, on a quelqu'un qui ne sourit pas. Donc, c'est une salutation qui est un petit peu fermée. Sur la deuxième photo, ça sourit un peu plus, mais c'est un sourire qui reste crispé. Sur la troisième photo, on a quelqu'un qu'on peut imaginer peut-être était assis. Son interlocuteur arrive, il se lève, il serre la main et on voit le buste qui part vers son interlocuteur. Elle est intéressante parce qu'il se lève, justement. Il se lève, c'est une question donc il de l'accompagne. respect. Il l'accompagne, il y a le sourire, il est avenant, il est plus avenant que les 2 autres. Et puis, il y a peut-être ce signe de tête qu'on ne voit pas, mais c'est très important quand vous saluez quelqu'un, tchèque ou autre, de valider avec un signe de tête. Je suis content d'être là.
Si je te serre la main et que je fais comme ça Tu avec un sourire, l'accompagnes, j'accompagne mon geste. Ouais. ton corps sourit, quoi. On le sait que le sourire est contagieux. Ça amène quand même beaucoup plus de choses positives, même si la personne en face est fatiguée, qu'elle a des problèmes. Elle sera beaucoup plus réceptive si elle a en face d'elle quelqu'un qui est avenant, qui l'accompagne dans cette salutation, qui montre « je suis content d'être avec vous ». Sur ce territoire, on a d'autres choses à voir pour avoir une communication. Alors, on va reprendre les éléments. Donc, on a parlé de la salutation, de l'accompagnement sur les 30 premières secondes, le phénomène respiratoire, et maintenant, donc, comment avoir une communication efficace. On en est là, finalement. On en est là, on avance. Alors, bon, déjà, on est à l'aise, parce que si on a effectivement produit tout ce maillage qui va bien, oui. Déjà, on se met en aptitude d'avoir une communication plus efficace. Mais il y a certainement d'autres astuces. Une fois qu'on a fait cette première étape de la salutation, du début de la rencontre, il va falloir communiquer, cette fois verbalement. Et puis, bien évidemment, quand vous communiquez, de toute façon, les gestes vous accompagnent naturellement. C'est pour ça que j'avais envie. C'est important que vous ne. Il y a des fois des gens qui me disent voilà, je voudrais avoir un autre non-verbal. Gardez le vôtre. On peut développer des choses, mais on garde, on montre qui l'on est. C'est important. Il ne faut pas se rejeter. Après, ce qui est important. Et c'était intéressant justement parce que dans le monde, les personnes qui nous suivent aujourd'hui sont principalement dans l'achat. Et je travaille souvent avec des personnes qui font de l'achat ou les négociateurs. Et il y a l'émotion qui est placée au cœur du sujet. L'émotion, ça fait partie de la communication. Pour une grande majorité d'entre nous, nous sommes des êtres d'émotion, de partage d'émotions. Le message que vous allez donner va influencer l'émotion. Et l'émotion que vous allez partager avec l'autre va motiver son comportement. Alors, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais en tout cas, ça aide grandement. Alors, ça veut dire que, par exemple, il ne faut pas non plus tout confondre, si en face de vous, vous avez un vendeur qui vraiment vous propose un truc qui est complètement à côté de la plaque, je ne vous dis pas de vous écrouler sur la table en pleurant, en disant « tu comprends rien à ce que je te demande ». C'est pas ça. L'état émotionnel, à la limite, c'est de le verbaliser en disant « alors ça, c'est pas du tout ce que j'attends. Moi, j'attends plutôt ça parce que là, ce que vous me vendez, voilà ce que ça provoque en moi. On ne perd pas de temps, les choses sont dites et la personne en face va être obligée de, par la force des choses... et puis on est tous obligés de gagner du temps, donc il faut se dire les choses. Par les temps qui courent, en plus, encore plus, j'ai envie de dire, il vaut mieux exprimer ce que l'on ressent avec des mots et avec bienveillance. Il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc savoir arrêter... le vendeur frénétique qui va rentrer et qui va faire perdre beaucoup de temps finalement, donc il est en train d'avoir un impact diminué, mais en même temps il est en train de faire perdre du temps. À quel moment tu lui dis stop? Quand on le sent, on le sent assez rapidement, quand nos émotions deviennent négatives, ou en tout cas qu'on est plus réceptif à ce que l'autre nous dit, c'est là où il faut dire hop, alors voilà, moi ce que j'attends, et ce que vous me proposez... Donc là, tu rends factuel, il faut être super factuel et pas perdre trop de temps pour avoir une communication efficace. Le vendeur, il perd du temps. Si on le laisse traîner dans quelque chose où on sait que de toute façon on ne va pas acheter, ça n'a aucun intérêt ni pour aucune des deux parties. Donc autant verbaliser les choses avec bienveillance, j'insiste, c'est important. Et puis nous-mêmes, quand on vend quelque chose, il faut placer de l'émotion. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'émotion, mais enfin c'est vraiment une minorité, il faut parler en termes d'émotion. Les idées doivent être... On le sait maintenant. Avec les négociateurs, avant, c'était très... on est dur. C'est très dur, les négociateurs. Mais ça change. Maintenant, l'émotion, elle est placée au cœur de la vente. C'est dire quand même, on a avancé. Oui, on est passé de l'achat au partenariat, finalement. Oui, mais un partenariat intelligent. C'est-à-dire un partenariat où on recherche les besoins de l'autre. On ne vient pas répondre qu'à nos propres besoins. Donc, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on a vu le côté, ne perds pas ton temps à essayer de faire l'enrobage, pour la faire simple. Maintenant, on peut être smart, parler d'un certain nombre de choses qui font écho, finalement, par rapport au sujet qu'on adresse. Donc, c'est aussi l'attitude smart. Oui. Et puis pour obtenir un meilleur résultat. Pour les deux parties. Et puis, quand on connaît bien, en plus, que ce soit le négociateur ou l'acheteur, on peut savoir à peu près... comment il réagit émotionnellement. Il ne faut pas hésiter justement à utiliser ça. Ce n'est pas de la manipulation,
voilà, je sais c'est quelqu'un qui est plutôt, faut y aller calmement, c'est quelqu'un qui est émotif, donc voilà, je dis n'importe quoi, mais on va jouer là-dessus. Quand on connaît bien la personne, quand on ne connaît pas, on va apprendre au fur et à mesure. Donc pour ça, il faut stimuler aussi notre langage, c'est-à-dire que ce qu'on a dans notre tête, donc on va l'exprimer. Nos mots vont venir naturellement. Il faut montrer nos gestes. Il ne faut pas avoir peur de bouger, alors, sans prendre évidemment trop d'espace, mais il ne faut pas avoir peur de bouger, d'accompagner notre discours. Je pense qu'on a tous malheureusement eu affaire à quelqu'un, que ce soit par exemple une conférence en présentiel ou en distanciel, personne qui ne bouge pas, qui n'exprime quasiment rien et qui parle d'une voix monologue sans moduler sa voix. Et c'est désespérant à entendre. D'ailleurs, on se déconcentre très rapidement. C'est pour ça qu'il faut que, outre l'émotion, il faut stimuler. Que vous soyez acheteur ou négociateur, stimulez l'autre. À travers, donc, vous montrez votre message avec vos mains, vous accompagnez, utilisez votre Donc ça, c'est dans le compartiment être expressif? Oui. Ah oui, c'est fondamental. Et ça englobe aussi ce formidable outil qui est notre voix, c'est-à-dire moduler cette voix, jouer avec son timbre, avec sa vitesse, avec son volume. Ça a un impact sur les gens. Ah oui, c'est marrant parce que tu parles de vitesse. Finalement, tu peux le faire accélérer toi-même en augmentant ton débit. Oui. Il va enchaîner naturellement, quoi. Quand tu as un message important à faire passer, tu parles normalement, si il y a un message clé, on va ralentir en regardant bien la personne et en jouant avec la variation de la voix. Et la personne va sentir en face, il y a un moment important, et va se concentrer encore plus sur la façon dont on va le dire. Les expressions faciales aussi sont importantes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait un visage figé. Donc on doit animer à travers un sourire, voilà, on peut faire tout ça. Donc soyez expressifs, et dès qu'on est clair avec notre message verbal et non verbal, eh bien, on devient quelque part plus attachant aux yeux des autres. Ils vont, même s'ils sont en désaccord avec nous, ils vont l'exprimer autrement. Parce que si on fait une mauvaise impression, ils n'hésiteront pas peut-être à nous laminer, tandis que là, ils vont peut-être exprimer un désaccord autrement parce qu'il y a une façon d'être. Je ne dis pas encore une fois que ça marche avec tout le monde, mais en étant expressif, en créant de l'émotion, on va tisser un lien avec la personne en face. Bon, là, on a gagné en vitesse. Dans l'échange, on a donné en gros les règles du jeu. On reste quand même sur un territoire d'émotion naturelle, oui, on reste naturelle, oui. De l'émotion et surtout recentré s'il le faut. Oui. Maintenant, on passe à l'étape qui intéresse beaucoup les directeurs des achats. C'est comment ne pas dévoiler son jeu. Alors ça, c'est ce qui est demandé dans les formations, que ce soit dans les achats ou les négociateurs. On a une carte en main, on ne veut pas que l'autre la voie. Il y a toujours ce petit rapport à l'autre qui est « je ne veux pas me montrer comme un livre ouvert ». Je vais vous donner 3 conseils pour justement qu'on ne puisse pas lire en vous, mais je vous expliquerai après pourquoi ce ne sont pas des bons conseils. Sauf si vous l'utilisez, par exemple, reprenons notre vendeur un peu filou, là, un petit peu. Il est connu pour être. Il déborde complètement, et puis il est sûr de lui, et c'est un petit manipulateur. Ça peut être intéressant face à ce genre de personnage. Mais si vous avez des vendeurs qui sont agréables, qui sont à l'écoute, il ne faut pas utiliser ces méthodes. Donc, si vous avez votre vendeur qui est un peu spécial, un peu filou, si vous ne voulez pas qu'il lise en vous, première chose à faire, pas de contact visuel avec lui. Ah, d'accord. On est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un avec qui vous parliez qui ne vous regarde pas. C'est terrible. Terrible. On ne se sent pas... On n'est pas là, en fait. Alors, il y a plein de motifs. Des fois, il y a des gens qui ne nous regardent pas parce qu'ils ont mal à la tête, mal aux yeux, j'en sais rien, ou ils ont un problème, ou ils ne nous apprécient pas. Donc, forte timidité, etc. Forte timidité. Mais là, on peut en jouer, quoi. Là, on est dans le contrôle de ce que l'on fait. Donc, par exemple, tu es un vendeur que je n'apprécie pas, je ne te regarde pas. Si j'ai un document entre les mains, je regarde ce document. Par exemple, tu me remets une plaquette, je regarde ta plaquette et je ne te regarde à aucun moment. Ou alors, je fais un petit regard furtif et je reviens vers ma plaquette. Donc là, déjà, ça va déstabiliser la personne qui est en face. Bien. Si en plus, vous êtes statique et que vous n'exprimez rien au niveau du visage, attention, ce n'est pas si simple que ça à faire. Hein. Ça demande de l'apprentissage. Vous ne regardez pas votre interlocuteur, vous ne bougez pas. Votre visage, il n'y a rien qui bouge. L'autre en face, il ne va pas pouvoir vous lire, c'est évident. Il ne va pas savoir quoi faire et ça va le mettre à l'aise, mettre mal à l'aise dans sa méthode de vente. Et une fermeture corporelle
Alors, il y a des gens qui, non seulement ne nous regardent pas, puis ils vont rester comme ça pendant tout l'entretien. Alors, on reviendra sur les croisements de bras, mais là, on a quelqu'un qui est... C'est plus un livre ouvert, c'est un livre fermé. Donc, en face, la personne ne peut pas lire. Donc, tout ça, ce sont des conseils à utiliser avec parcimonie et en face de personnalités bien spécifiques. Je vais vous donner juste une petite histoire. J'avais travaillé dans une grosse franchise d'agroalimentaire. C'était des acheteurs professionnels, des requins. Ils ne s'en sont pas cachés. Et à la fin, il y avait un jeu de rôle à faire. Il me fallait un participant et c'est le directeur de ces personnes-là qui s'est porté volontaire. Il devait passer devant un jury de 4 personnes. Donc, c'était des comédiens qui avaient été préalablement filmés, qui lui posaient des questions. Lui devait répondre tout en regardant le langage non verbal de ces personnes. Et donc, il y va. Ça dure 2-3 minutes. On rallume la lumière. Et là, je vois ce monsieur en transpiration rouge. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que vous avez analysé? Il me dit, oui, c'est très désagréable. 4 personnes comme ça. Il évacue tout son truc. Pas bien, pas content. Puis, les autres participants, eux, disent ce qu'ils ont observé. Et je voyais ce monsieur qui cogitait. Et à la fin, je dis, mais ça va aller, vous croyez? Et là, il me dit, non, je réfléchis à quelque chose. Il me dit, la semaine dernière, on a reçu un petit monsieur qui a fait des produits régionaux. Il s'est fait connaître. C'est tellement devenu connu qu'ils ont voulu, eux, cette grosse franchise, acheter ses produits. Il me dit, il est venu tout seul. On l'a reçu à 5. Waouh. On l'a laminé. Et il est reparti avec une toute petite commission. Nous, on a vraiment pris la grosse marge. Et il dit là, ce qui s'est passé dans cet exercice, alors que c'était... Enfin, il savait que c'était un jeu de rôle. Il dit, j'ai ressenti, on ne me regardait pas. C'était inexpressif, c'était froid, c'était extrêmement désagréable. Donc, et là, il regarde, il a vécu la situation. Il regarde un de ses collaborateurs, il me dit, tu vas me rappeler ce monsieur, tu lui dis qu'il revient la semaine prochaine, je le reçois tout seul et on renégocie tout. Alors, l'empathie a été touchée de cet homme, mais c'est pour vous dire à quel point ça peut être désastreux, le ressenti face à des gens qui ne vous écoutent pas, qui ne vous regardent pas. Alors, ça peut être une méthode. Alors après, on était dans le schéma des achats il y a des années, avec la petite chaise d'école. Il y en a qui l'utilisent encore beaucoup. Ouais, il y en a qui l'utilisent. Et ça marche, ils me disent. Mais sur du long terme, attention, ouais. Les vendeurs pourraient aller voir ailleurs à un moment donné aussi. Pour l'instant, ça marche, mais le moyen à long terme, attention. C'est comme être désagréable dans les restaurants que nous allons à nouveau bientôt fréquenter. On l'espère tous. Donc tu es désagréable avec le service, on sait ce qui peut se passer en back-office. Complètement. Au niveau de l'assiette. Tout à fait. Oui, il pourrait y avoir... Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination et voilà. Quelques idées reçues sur le non-verbal. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. On va retenir les principales. Déjà qu'un geste égale une signification. Vous avez des dictionnaires des gestes, ne les achetez pas, où on t'explique par exemple que quand tu fais tel geste, eh bien, ça veut dire ça. Si c'était aussi simple, ce serait formidable. Ce n'est pas le cas. L'humain est compliqué. Il faut plusieurs indices. Il faut s'entraîner dans son analyse. Donc, n'achetez pas ça, n'écoutez pas ça. Un geste n'a pas de signification précise. Les croisements de bras, on en parlait tout à l'heure, c'est vu comme étant de la fermeture. Ce n'est pas du tout le cas. C'est surtout un geste de prestance. On l'utilise pour écouter, pour se concentrer aussi. Des fois, quand on est en désaccord, ou l'enfant qui boude, là, il a tendance à croiser ses bras. Mais voilà, ne voyez pas en ce geste... C'est une situation de confort, d'être bien. Là, tu viens de te replier à l'arrière de ta chaise. Ouais, et quand voilà, on veut tranquille. écouter, on se met en retrait par rapport à l'autre et on l'écoute, on se concentre. Oui, c'est une posture plutôt confortable. Hein, on est avec soi-même. Ensuite, on nous dit souvent que tous les gestes sont universels. C'est-à-dire que tous les gestes ont la même signification dans toutes les cultures. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de gestes qui sont universels, mais surtout dans le monde de l'achat, de la négociation, de la vente en général, il faut faire très attention. Quand on va dans un pays étranger, renseignez-vous bien sur... les codes ne sont pas forcément les mêmes. Les codes, oui, c'est le bon mot, les codes du non-verbal, parce que ça, notamment je pense aux Chinois, aux Japonais qui sont très stricts là-dessus, ça pourrait vraiment être problématique de pas répondre à ce protocole du non-verbal. Est-ce qu'il te vient, juste avant que nous puissions échanger à travers les rooms, donc en petit comité, de se retrouver ensuite en plénière, est-ce que tu as un dernier exemple qui t'a marqué cette thématique? Sur le non-verbal? Sur le non-verbal. Tu nous as cité tout à l'heure cet exemple au niveau des achats, mais...
Là, par rapport à cette question. Ou une erreur commise sur un politique Oui. Alors, notamment dans les conférences que l'on fait avec l'Agora, à la fin, il y a souvent, donc on parle souvent du président Macron en me le vendant comme étant un psychopathe. Voilà, et parce qu'il y a eu un psychiatre aussi italien qui avait indiqué qu'il était psychopathe, sans l'avoir évalué, sans rien. Et alors, je ne l'ai pas évalué, hein, Monsieur Macron, je ne suis pas psychiatre, donc je ne vais pas partir là-dessus, mais souvenons-nous du débat Emmanuel Macron et Madame Le Pen. Marine Le Pen. Il n'était pas si bien que ça au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait pardon si vous n'avez pas encore mangé, mais il avait un petit, comme un filet de bave qui était asséché. Il buvait beaucoup. Il était assez stressé, en fait. Il n'était pas bien, il était impatient. Un psychopathe n'aurait aucun stress, ne ressentirait aucune gêne par rapport à ça. Donc ça, c'était voilà, les pieds qui remuaient sous la table, des petits trucs comme ça que l'on voit, qui pourraient laisser penser que ce n'est pas du tout, effectivement, quelqu'un qui n'a pas d'empathie, c'est encore autre chose, mais en tout cas, il ressent quelque chose, il a de l'émotion. Oui, il n'était pas bien. Donc il est impliqué, oui. Il était impliqué, en tout cas, pas à l'aise. Donc un psychopathe, lui, pour le mettre mal à l'aise, il faut se lever de bonne heure. Donc voilà. Et c'est pareil aussi, on nous dit que le non-verbal est plus important que le verbal. Donc ça, c'est des statistiques qui ont été ressorties il y a très longtemps à partir d'une étude qui ont été complètement sorties de leur contexte. Ce n'est pas vrai. Dans une communication, tout est important, que ce soit le verbal, le non-verbal, votre voix, etc. Donc tout est... voilà, on ne peut pas dire d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont accorder plus d'importance au non-verbal, d'autres qui vont accorder plus d'importance aux mots. On ne peut pas savoir, mais c'est un ensemble. Donc n'allez pas vous dire, il faut vraiment que je m'entraîne sur mon non-verbal au détriment du reste. Non, c'est un ensemble de choses. Une dernière chose, Sylvia, avant de se retrouver dans les rooms et à la plénière, il y a des images qui circulent derrière nous, donc 2 séries qui traitent des sujets très différents, puisque laquelle tu recommandes et est-ce que tu recommandes les 2? Alors, ça dépend ce que vous aimez, mais moi... Mindhunter, on est quand même sur les débuts du profiling, on est dans les années 70. Tout est vrai. Les discours, les dialogues que vous voyez avec les tueurs en série et les 2 agents, tout est vrai. C'est vraiment l'histoire vraie de Robert Hessler, enfin de ces agents qui ont démarré, qui ont ouvert la porte du profilage criminel. Donc, puis elle est formidable, cette série des années 70, il n'y a aucun détail qui passe à l'as. Lie to Me, sur la détection du mensonge, j'ai vu quelques épisodes. Ça a été élaboré avec Paul Ekman, qui est le spécialiste du mensonge et des émotions. Là aussi, il faut beaucoup en laisser parce que dans Lie to Me, justement, c'est un geste égale une signification et c'est une erreur dans laquelle il faut surtout pas tomber. D'accord, très bien. Mais au moins, ce sont les plus connus et on a pu en parler avec toi. Nous allons tout de suite être télétransportés dans les rooms. Très belle soirée à vous. Au plaisir de vous retrouver et d'ici là, passez de très bons instants, de très bons moments et beaucoup de bonheur. Merci à tous. Bye bye. Au revoir.